Bonjour. Alors dans cette leçon, nous allons étudier un problème physique qui est très important parce qu'il est relativement fréquent. C'est l'étude du mouvement d'un objet lorsqu'il est uniquement dans un champ de force centrale dite conservative. Alors, à quoi ça correspond? Eh bien, ici, on va faire l'hypothèse que l'objet dont on cherche à décrire le mouvement, eh bien, il est bien décrit, bien modélisé par l'objet ponctuel, et on va supposer qu'il n'interagit qu'avec un autre objet, et que cet autre objet, eh bien, il est fixe en un point de l'espace, qu'on prendra comme étant le centre de notre repère, et du coup, l'interaction entre ces deux objets peut se résumer à chaque instant par une force qui est centrale, c'est-à-dire qu'elle va être à chaque instant dans la direction reliant les deux objets. Donc ça se traduit par le fait que cette force va toujours s'écrire en repère sphérique, eh bien, la composante radiale dans la direction radiale. Et en plus, donc on va supposer que eh bien, la situation est isotrope, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où l'objet qui nous intéresse est par rapport à l'objet de référence, eh bien, la norme de la force ne dépendra que de la distance et pas de la position dans l'espace, donc pas des angles. Du coup, ça nous permet de préciser un petit peu l'expression générale de la force centrale. Eh bien, ça va être une force qui n'a qu'une seule composante radiale, et cette composante radiale ne dépend que de la distance entre les deux objets. Alors pourquoi c'est une situation qui est très fréquente? Eh bien, c'est parce que très souvent, l'objet qu'on étudie va être beaucoup plus léger que l'objet avec lequel il est en interaction. Donc par exemple, alors je commence par ça, alors je l'ai mis en 3, bon c'est pas grave. Si vous cherchez à étudier le mouvement d'un astéroïde ou d'une planète autour du Soleil, eh bien vous avez bien la masse de l'astéroïde qui est très faible devant la masse du Soleil. Et donc on va pouvoir considérer que le Soleil est fixe dans le référentiel, justement héliocentrique. Voilà. Un autre exemple, c'est lorsque eh bien, vous avez un électron donc très léger, de l'ordre de 10-30 kg, eh bien, qui va arriver dans une zone où existe un ion négatif, par exemple chargé une fois négativement, je ne sais pas, par exemple un Cl-, et bien du coup l'électron va interagir avec cet ion négatif, et l'ion négatif, on va pouvoir considérer qu'il reste fixe, qu'il ne va pas être impacté par le mouvement de l'électron. Et puis on peut encore imaginer un autre exemple pratique, c'est vous avez un objet qui est accroché à un ressort, et l'autre bout du ressort qui est accroché en un point fixe, par exemple un clou sur une table. Et puis vous lancez l'objet, et du coup l'objet à chaque instant va subir une force centrale, et puis l'autre bout de l'élastique, il est toujours au même endroit, donc vous avez à chaque instant la force qui est radiale et qui ne dépend que de la distance. Voilà, on pourrait multiplier les exemples, mais du coup ça va être une situation vraiment très riche en termes de situation physique. Alors, du coup, un petit schéma pour préciser un petit peu ça. Donc, en bleu, on a l'objet qu'on va modéliser par un objet ponctuel et donc qui nous intéresse, dont on cherche à exprimer le mouvement. Ici, en jaune, donc par exemple le Soleil, on a donc l'objet massif qui reste fixe. Donc, supposons qu'à un instant donné, l'objet d'étude, il est ici, il a une certaine vitesse ici. Et donc, on a vu trois possibilités, trois situations. Donc première situation, c'est donc lorsque l'objet est un électron et donc il est repoussé par l'ion négatif, puisque deux charges négatives ont tendance à se repousser. Donc c'est-à-dire qu'à cet instant précis, eh bien, l'électron subit une force radiale mais vers l'extérieur, puisque ça se repousse. Du coup, à l'instant d'après, à l'instant t plus dt, eh bien l'électron se trouvera un petit peu plus loin parce que sa vitesse a varié à cause de cette force, puisque la force c'est ce qui fait la variation de l'impulsion m fois v. Donc si la force est par là, eh bien l'électron va avoir tendance à avoir une trajectoire comme ça. Alors après, est-ce que la vitesse augmente ou diminue? Eh bien ça va dépendre de l'expression de la force répulsive. Alors il va falloir faire l'étude un petit peu plus tard. En tout cas, voilà, on peut supposer qu'ici la trajectoire va être comme ça vers l'extérieur. Ensuite, les deux autres exemples, ce sont des exemples de forces attractives.
donc F2 et F3, donc la F2 la force du ressort, F3 la force d'attraction gravitationnelle, donc où par exemple l'objet ici est un astéroïde. Du coup, à l'instant ultérieur t plus dt, eh bien l'objet se trouvera un petit peu plus proche, puisque la force a tendance à faire dévier la vitesse, et donc ici vers le bas. Et donc on peut supposer que l'objet sera ici à l'instant t plus dt, et donc pareil, est-ce que la vitesse est plus grande, plus petite? Eh bien on va voir ça. Mais par exemple, on peut imaginer que ça, du coup, ça va être pour une force gravitationnelle, ça va être un bout d'ellipse, puisque vous savez évidemment que le mouvement des planètes et des astéroïdes autour du Soleil sont des ellipses. Mais encore une fois, cette leçon n'est pas que sur les planètes, c'est vraiment très général. Les résultats qu'on va trouver seront valables quel que soit le type de force centrale. Vraiment, l'hypothèse de départ, c'est on a une force qui est uniquement radiale et dont la norme ne dépend que de la distance. Alors du coup, les objectifs, ça va être d'essayer de glaner le maximum de détails du mouvement des objets. Donc par exemple, quelle est la trajectoire? Est-ce qu'elle est fermée? Est-ce qu'elle est ouverte? Si elle est fermée, donc si elle se répète, eh bien quelle va être la période? Quel est le temps que va mettre l'objet à fermer la trajectoire? On peut s'intéresser au point extrême, donc quel est le point le plus proche, quel est le point le plus lointain. On peut s'intéresser à l'évolution de la vitesse au fur et à mesure de la trajectoire. Enfin, on peut s'intéresser à plein de choses et on va voir toutes ces choses dans la suite. Alors du coup, comment réaliser ces objectifs? Eh bien, on a a priori 3 outils à notre disposition. Donc le fameux principe fondamental de la dynamique, ou deuxième loi de Newton, et puis ensuite les lois, les théorèmes qu'on a vus cette année, qui sont le théorème de l'énergie cinétique, le TEC, et la loi du mouvement cinétique, LMC. Alors je vous rappelle une chose très importante, c'est que TEC et LMC ne sont pas des nouveaux principes. On les a démontrés à partir du PFD. Donc en fait, ce sont des théorèmes, des lois, qui vont s'intéresser à certains aspects, mais qui sont inclus dans le PFD. Donc en fait, on pourrait tout étudier uniquement avec le PFD. Mais ça serait dommage parce que on a vu que le TEC, c'était vraiment nickel lorsqu'on cherche une relation vitesse-position. Ça nous permet vraiment d'aller beaucoup plus vite et d'avoir des calculs qui sont beaucoup plus simples. Et la LMC, on a vu que ça simplifiait l'étude des mouvements de rotation. Donc on pourrait tout faire avec le PFD, mais ça serait dommage de se passer des informations qu'on va obtenir directement avec le TEC et avec la LMC. C'est un peu comme si vous faisiez un jeu vidéo, je sais pas, par exemple Mario, c'est intergénérationnel, eh bien vous essayez de faire Mario sans jamais prendre de champignons ou d'étoiles. Ça serait étudier le mouvement uniquement avec le PFD. C'est possible, mais c'est pas facile. Donc nous, on va rester humble et on va utiliser le TEC et la LMC. Donc justement, on va commencer par ça. On va commencer par regarder ce que donne l'application du TEC et de la LMC. Donc on va trouver des particularités donc à ces mouvements dans les champs de force centrale. Et puis du coup, ça nous permettra de simplifier ensuite l'étude avec le PFD. Et puis donc à la fin, on s'intéressera au cas particulier des forces newtoniennes, parce qu'en fait, on verra que lorsqu'on applique le PFD, on arrive à des choses qui sont vraiment pas simples, et donc on va ensuite réduire un petit peu l'étude pour s'intéresser uniquement aux forces newtoniennes, qui sont quand même celles qu'on rencontre la majorité du temps, notamment lorsqu'on s'intéresse à tous les mouvements dans l'espace. Voilà, donc dans cette première vidéo, on va regarder les 2 premiers points, et puis ensuite on développera les autres dans les prochaines vidéos. Alors donc commençons par appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Alors qui dit théorème de l'énergie cinétique dit énergie potentielle associée aux forces appliquées à l'objet. Alors déjà, on va supposer qu'on est dans un référentiel galiléen, ça on est obligé. Et puis ensuite, enfin on est obligé, non on n'est pas obligé, mais on n'a pas encore vu la leçon sur le référentiel non galiléen. Donc pour l'instant on va supposer qu'on est dans un référentiel galiléen, on ne va pas se prendre la tête avec ça. Et donc il n'y a qu'une seule force appliquée à l'objet, c'est la fameuse force centrale. Donc la question fondamentale ici, c'est est-ce que cette force centrale a une énergie potentielle associée? Donc on a vu comment on faisait pour déterminer s'il y a une énergie potentielle associée. On va essayer de la calculer, et si on y arrive, c'est qu'il y a effectivement une énergie potentielle associée. Donc le calcul est le suivant, c'est lié au travail de la force, et donc c'est l'opposé de la primitive, on va dire de l'intégrale
non précisée, eh bien, du travail élémentaire de la force. Alors, donc, le calcul à faire, c'est F scalaire DOM. Donc, je vous rappelle que DOM dans le repère sphérique, eh bien, c'est dr ER plus R dθ Eθ plus R sin θ dφ Eφ. Et donc la force, on l'a écrit dans l'introduction, c'est une certaine fonction de la distance R dans la direction radiale ER. Donc quand on remplace, ça va faire la force scalaire DOM. Sauf que la force n'étant que radiale, quand on fait le produit scalaire, eh bien ça va faire ER scalaire ER, ça va faire 1. Et par contre, le produit scalaire avec les deux autres vecteurs unitaires, qui sont perpendiculaires, eh bien ça va faire 0. Donc du coup, il ne va rester dans l'intégrale que eh bien, la composante ici, qui est la fonction g de r, multipliée par dr, puisque ER fois ER, ça fait 1. Donc en fait, on arrive au résultat classique, qui est que l'énergie potentielle est liée eh bien, à la primitive de la composante ici de la force, ici la composante radiale. Donc vu que cette composante radiale, c'est une fonction de la variable r, eh bien cette primitive existe. Donc, il y a bien, donc si j'écris la primitive avec un grand G, il y a bien une énergie potentielle associée à cette force centrale, elle est donc conservative, et donc on peut connaître son expression en faisant la primitive de cette composante. Et donc on peut dire que cette force est conservative, puisqu'on a une énergie potentielle associée. Du coup, il n'y a pas d'autre force appliquée à notre objet d'étude, donc si on applique le théorème de l'énergie cinétique, alors qu'on va faire juste après, parce que j'ai oublié que je voulais vous montrer les exemples. Donc si on prend la première force, donc la première force c'était la force de répulsion entre l'électron et l'ion. Donc la force, ça s'exprime par 1 sur 4 pi epsilon 0, donc c'est un truc un peu bizarre, mais on verra ça en électromagnétisme, 1 sur 4 pi epsilon 0 fois la charge élémentaire au carré, sur la distance au carré fois ER. Donc la composante, elle est là, donc ça c'est G de R, petit g de R, et du coup l'énergie potentielle, eh bien c'est l'opposé de la primitive. Donc ici, il n'y a que 1 sur R2 qui varie, donc la primitive c'est moins 1 sur R, et avec le signe moins qui est là, eh bien ça va être 1 sur R. Donc l'énergie potentielle, c'est E carré sur 4 pi epsilon 0 fois, alors c'est un fois, c'est pas un moins, fois 1 sur R. Donc on a une énergie potentielle qui est positive, alors ça veut trop rien dire, parce que en fait, vu que je fais la primitive, il faudrait que je rajoute une constante, hein, mais comme on l'a déjà vu, cette constante, elle n'a aucune signification physique, donc on peut la prendre égale à 0. Donc la valeur absolue, enfin la valeur de EP, elle n'a pas vraiment d'importance, ce qui compte c'est sa variation. Et donc ici ce qu'on voit, c'est que l'énergie potentielle diminue lorsque la distance entre l'électron et l'ion augmente. Ensuite, si on fait pour la seconde force, donc la force élastique, en considérant que la longueur à vide de l'élastique ou du ressort est négligeable. Donc elle s'exprime uniquement comme étant moins kr dans la direction radiale. Donc G de R, c'est ça. Et du coup, la primitive, ça va être moins kr2 sur 2, et avec le signe moins qui est ici, eh bien l'énergie potentielle, ça va être égal à kr2 sur 2. Donc là, au contraire, l'énergie potentielle augmente lorsque R augmente. Et on fait un dernier exemple, l'exemple donc, de l'astéroïde autour du Soleil. Donc la force, c'est moins grand G fois la masse du Soleil fois la masse de l'astéroïde sur la distance au carré fois ER. Donc du coup, l'énergie potentielle, ça va être moins la primitive. La primitive, du coup, c'est la primitive de moins 1 sur R2, donc ça va être 1 sur R, mais à cause du signe moins, eh bien, ça va être égal à moins la constante de gravitation fois le produit des deux masses sur R. Donc voilà les exemples
d'énergie potentielle pour les 3 exemples qu'on a donnés dans l'introduction. Et donc ici, contrairement à la première, lorsque R augmente, eh bien l'énergie potentielle augmente. Donc en fait, dans ces 2 cas, alors pourquoi? Parce que c'est négatif. Donc plus R est grand, plus ça se rapproche de 0, mais pas, avec les valeurs négatives, donc ça augmente. Donc on a bien EP qui augmente pour R qui augmente. Alors qu'ici, on a EP qui diminue pour R qui augmente. On va voir du coup que ça a un impact juste après, lorsqu'on applique le théorème de l'énergie cinétique. Donc allons-y. Donc le théorème de l'énergie cinétique nous dit que la variation de l'énergie mécanique de l'objet est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Ici, il n'y a qu'une seule force et elle est conservative, donc ici, eh bien c'est 0. Donc l'énergie mécanique de l'objet se conserve, elle est égale à une constante, hein, c'est l'hypothèse qu'on a fait depuis le début, puisqu'on a fait l'hypothèse qu'on était dans un champ de force conservatif. Voilà, donc on a l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle qui ne dépend que de R, qui est égale à une constante. Donc si je précise, ça fait 1/2 de mv2 plus l'énergie potentielle à la distance R est égale à une constante. Donc on a comme ça, comme vous l'avez déjà vu, on a un échange entre énergie cinétique et énergie potentielle. Vu que la somme doit être constante, eh bien lorsque l'une des deux augmente, pour que la somme reste constante, il faut que l'autre diminue. Donc pour que l'énergie cinétique augmente, pour que l'objet ait sa vitesse en norme qui augmente, eh bien il faut que l'énergie potentielle, elle, diminue. Alors on peut regarder dans les 3 cas qu'on a vus. Eh bien pour que l'énergie potentielle diminue, eh bien il faut que R augmente dans le premier cas. Donc dans le premier cas, eh bien vous avez la vitesse de l'électron qui va augmenter en s'éloignant. Puisque lorsque R augmente, EP diminue, et donc on a bien EC qui augmente. Et ça se comprend physiquement parce qu'il y a répulsion entre les deux. Donc l'électron, il est repoussé, il est tout le temps repoussé. C'est comme si on vous disait de partir, et qu'en même temps, on vous pousse tout le temps pour partir. Donc vous avez votre vitesse de départ qui augmente au fur et à mesure. Donc c'est physiquement logique. Et pour les cas 2 et 3, eh bien c'est le contraire. On a la vitesse de l'objet qui va augmenter lorsque eh bien, l'énergie potentielle diminue, c'est-à-dire lorsque R diminue. C'est-à-dire en se rapprochant. Alors ça aussi, c'est physiquement logique. Là, vous avez attraction. Donc si vous avez l'objet qui est là, et du coup, il va avoir à cause de la force d'attraction, il va avoir une trajectoire comme ça. Il va avoir tendance à se rapprocher, en tout cas dans ce cas-là, de l'objet central. Et donc en se rapprochant, vu qu'il est attiré, eh bien, il va avoir tendance à accélérer. Imaginez une comète ou un astéroïde qui se rapproche de la Terre, il va gagner en vitesse au fur et à mesure qu'il se rapproche de la Terre. Voilà, donc l'application du théorème de l'énergie cinétique est totalement cohérente avec l'interprétation physique. Donc, connaissant l'expression de l'énergie potentielle pour la situation décrite, eh bien, comme toujours avec le théorème de l'énergie cinétique, eh bien, on est capable de connaître la vitesse à chaque endroit. C'est plutôt pas mal. On a déjà une bonne information. Le problème, c'est que pour l'instant, on ne connaît pas encore la trajectoire. Donc on ne peut pas dire, à cet instant, l'objet il est là, à cet autre instant, l'objet il est là, donc sa vitesse c'est ça. Il nous manque, l'objet il est là. Ça sera le PFD qui nous la donnera. Alors maintenant, donc, appliquons la loi du moment cinétique. Et on va montrer que on obtient, même si on ne connaît pas la trajectoire, mais on sait que la trajectoire va être plane. Alors, appliquons la LMC. La LMC, c'est la variation du moment cinétique par rapport au centre
est égal à la somme des moments des forces par rapport au centre. Enfin, je dis par rapport au centre, mais c'est par rapport au point de référence. Ici, il n'y a qu'une seule force, donc ça va être uniquement égal au moment de la force centrale. Mais la force étant centrale, eh bien, mince, pardon, je l'ai écrit dans le mauvais sens. Donc le moment, ça va s'écrire OM vectoriel la force centrale, c'est-à-dire FR, ER. Mais le vecteur OM, en repère sphérique, eh bien c'est uniquement RER. Donc en fait, vous avez la position qui est comme ça, vous avez la force qui est elle aussi radiale, donc, vous l'avez sûrement déjà deviné, le moment est nul. Et ça, c'est quel que soit l'instant, quelle que soit la trajectoire, quelle que soit la forme de la force, c'est le seul fait que la force soit centrale, eh bien ça impose que le moment est nul. Et donc si le moment est nul, eh bien la LMC nous dit que le moment cinétique, lui, il est constant, puisque sa dérivée est nulle. Donc ça, c'est vraiment un résultat qui est fondamental. Là, c'est le... Si je reprends l'analogie de Mario, là, c'est l'étoile. Là, ça va vraiment nous simplifier la tâche. Alors, on va du coup voir ce que ça implique. Eh bien, première chose, vu que le moment cinétique à chaque instant, par définition, c'est le vecteur position vectoriel m, la masse donc de l'objet fois sa vitesse, eh bien, on sait que le moment cinétique, il est forcément perpendiculaire au plan formé par OM et V. Donc il est à chaque instant perpendiculaire à OM et perpendiculaire à V. Or, OM et V, eh bien, ça va former le plan dans lequel le mouvement se fait. Enfin, le plan dans lequel... Enfin, en tout cas, instantanément, c'est ça. C'est la direction de l'objet et la direction de V, c'est la direction de son déplacement. Donc ça donne, à l'instant T, eh bien, le plan instantané du mouvement. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que ce plan instantané, en fait, eh bien, ça va être un seul plan. Pourquoi? Parce que le moment cinétique, il est constant. Donc si par exemple je dis que le moment cinétique c'est ça, eh bien à chaque instant, je dois avoir la vitesse qui est perpendiculaire au moment cinétique. Donc je ne la connais pas la vitesse, mais je sais qu'à chaque instant, elle doit être perpendiculaire. Pareil pour le vecteur position. Donc si vous avez le vecteur position qui à chaque instant est perpendiculaire au moment cinétique, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir cette situation-là. Quelque chose qui fait ça. Ça, c'est pas possible. Parce que là, mon vecteur position, il n'est pas perpendiculaire à mon moment cinétique. Donc en fait, la seule solution, c'est que le vecteur position, eh bien, il soit toujours dans le plan perpendiculaire à elle. Et donc, ça veut dire que le mouvement est plan, et même plus précisément, dans le plan perpendiculaire à L. Mais alors, on pourrait se dire, mais physiquement, qu'est-ce qui donne le moment cinétique? Bah en fait, ce qui va vous donner la direction et le sens du moment cinétique, eh bien, ça va être la connaissance de la position et de la vitesse de l'objet à un instant particulier. Si vous connaissez OM et V, par exemple à l'instant t0, eh bien, hop, vous calculez OM vectoriel MV, ça vous donne L à l'instant t0. Et du coup, bah, ce moment cinétique L à l'instant t0, eh bien, vous savez que ça va être le moment cinétique à chaque instant. Et donc, vous savez que le mouvement va se passer dans le plan perpendiculaire à ce moment cinétique. Donc, en fait, le mouvement va se faire dans le plan instantané du mouvement à l'instant auquel vous connaissez la vitesse et position. Donc, par exemple, si vous avez un objet qui commence comme ça, qui à un instant t0, il fait ce mouvement-là, eh bien ça veut dire que le plan, ça va être ça. Ça va être un plan horizontal. Si vous avez l'objet qui fait à un instant donné un mouvement comme ça, eh bien le plan, ça va être le plan vertical. Donc si vous avez l'objet qui fait ça, donc le mouvement, ça va être un plan horizontal, et donc L va être comme ça, puisqu'il est perpendiculaire au plan du mouvement.
Si vous avez l'objet qui fait ça, donc dans un plan vertical, eh bien vous avez L qui va être perpendiculaire, donc il va être comme ceci. Voilà. Donc ça, je vais peut-être quand même l'écrire, qui est imposé par, on va dire, les conditions initiales, mais c'est les conditions à un instant, qui est l'instant de référence où vous connaissez position et vitesse. Voilà, donc ça c'est quand même un gros point d'intérêt. Et ça va nous permettre directement de nous simplifier un petit peu la vie parce que on va pouvoir maintenant travailler en 2D, puisqu'on a un mouvement qui est plan. Et donc, on va aussi pouvoir changer de type de repère. Vu que le mouvement est plan, eh bien, au lieu de prendre un repère sphérique, eh bien, je vais prendre un repère cylindrique qui est un petit peu plus classique à utiliser. Donc, ici, j'ai tracé un bout de trajectoire. Donc, on sent bien l'ellipse poindre. Et donc, j'ai pris les vecteurs unitaires du repère cylindrique, donc euro, phi à l'instant t, puisque l'objet d'étude il est là à l'instant t, donc je vous rappelle que euro et phi tournent lorsque le point M va se déplacer. Et donc, pour qu'on ait un repère qui soit direct, eh bien, on va avoir EZ qui va être comme ceci. Voilà, donc lorsque l'objet se déplace, eh bien, vous avez euro qui va suivre l'objet, vous avez la distance entre le centre, parce que donc là c'est le centre, entre le centre et le point qui peut varier, et vous avez l'angle qui va varier au cours du temps. Alors on peut aller encore plus loin. Maintenant qu'on sait que le mouvement est plan, eh bien on peut encore gratter ce que nous donne la LMC. On va s'intéresser à ce qu'on appelle la vitesse aréolaire. Alors attention, hein, c'est comme aéroport et aréoport, ça ne veut pas dire la même chose, donc là c'est bien aréolaire et pas aérolaire. Donc la vitesse aréolaire, en fait, c'est la vitesse surfacique. C'est-à-dire, pendant un certain intervalle de temps, quelle est la surface balayée par le vecteur position. Vous imaginez un essuie-glace, donc l'essuie-glace il balaye, et donc par exemple on va regarder en 1 seconde quelle est la surface balayée par l'essuie-glace. Et puis cette vitesse aréolaire, eh bien, on peut la regarder au cours du temps. Donc voir si pendant un même intervalle de temps, eh bien, vous avez une plus grande surface qui est balayée ou une plus petite surface, ou au contraire si la surface reste la même pour un même intervalle de temps. Donc la surface balayée, qu'on va noter grand A, eh bien c'est ce que j'ai dessiné ici en bleu. Alors c'est hop. Puisque le vecteur position OM à l'instant t, il est là, et du coup à l'instant ultérieur, il est là. Là on a M à l'instant t plus dt. Et donc il a bien balayé cette zone-là, cette zone surfacique, enfin cette surface, en bleu. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'exprimer cette surface. Alors cette surface, je l'ai appelée A, mais en fait, j'ai fait une erreur, excusez-moi. C'est pas A, c'est DA. Pourquoi c'est DA? Parce que ici, je me suis intéressé au point M à l'instant T et au point M à l'instant juste après T plus DT. Donc l'aire balayée, c'est pas une aire macroscopique, c'est une aire élémentaire DA, donc qui est l'aire balayée entre T et T plus DT. Donc je vais essayer d'exprimer cette aire balayée pour ensuite exprimer la vitesse aréolaire. Alors ça n'a pas l'air simple, en fait ça va l'être grâce à une opération mathématique. Alors je vais vous rappeler l'interprétation de cette opération mathématique. Quand vous avez un vecteur U ici et un vecteur V ici, et que vous faites l'opération U vectoriel V, eh bien vous avez dû montrer, sinon vous regardez des vidéos sur internet qui sont très bien faites, que la norme de cette opération, ça vous donne la surface du parallélogramme qui est formée par ces deux vecteurs, donc cette surface-là. Yes. Alors c'est quoi le rapport avec l'aire DA? Eh bien si vous regardez bien, l'aire bleue ici, elle est en fait formée par deux vecteurs. Ici, le vecteur position à l'instant t, OM, et ce vecteur-là,
qui est la variation de la position, qui est donc DOM. Vous voyez, ça, c'est la même chose que ça. Du coup, si je veux DA, eh bien, il suffit que je fasse le produit vectoriel de OM par DOM, et ça me donnera l'aire du parallélogramme. Alors, de quel parallélogramme? Eh bien, alors je vais peut-être pas le faire pour pas encombrer le schéma, mais alors je vais faire puis je vais effacer. Eh bien, là, il suffit de reproduire DOM, qui est là, et puis hop, on relie, et voilà le parallélogramme. Et ce qui est très intéressant, c'est de remarquer que eh bien, la surface bleue, eh bien, c'est exactement la moitié de la surface du parallélogramme. Donc en fait, DA, ça va être S sur 2. Avec ce DS, qui est la norme de OM vectoriel DOM. Donc il suffit d'exprimer OM et DOM, et j'ai DS, et donc j'ai DA. Alors OM, bah, on est en coordonnées désormais cylindriques, donc OM c'est ρ fois euro. Et DOM, c'est donc la variation élémentaire de OM. Alors ça, on l'a déjà démontré, hein. C'est d ρ euro plus ρ d phi e phi. Et donc quand vous faites le produit vectoriel, eh bien euro vectoriel euro, ça fait 0. Et donc il reste que euro vectoriel e phi, et ça fait EZ. Donc ça fait ρ carré d phi EZ. Donc ça, eh bien, c'est la surface, enfin c'est presque la surface, donc DA, c'est OM vectoriel DOM sur 2, en norme. Eh bien, ça, OM vectoriel DOM, finalement, ça fait penser un petit peu, enfin même beaucoup, au moment cinétique. Parce que le moment cinétique, par rapport à O, eh bien c'est OM vectoriel, la masse fois la vitesse. Mais la vitesse, c'est la variation de la position sur l'intervalle de temps dt. Donc en fait, le moment cinétique par rapport à O, donc la masse, je la mets devant, le dt, je le mets devant, et je retrouve bien OM vectoriel DOM. Donc en fait, il suffit que je divise par dt et je fais apparaître dans la vitesse aréolaire, eh bien, le moment cinétique. Donc la vitesse aréolaire, c'est un grand V, qui est dA sur dt, eh bien ça va être égal à donc OM vectoriel V, puisque donc je divise par dt, donc là ça fait V, sur 2, et donc c'est ça. Donc en fait c'est la norme du moment cinétique sur 2m. Alors le 2m, je m'en moque un petit peu, parce que... alors pardon, j'ai oublié la norme du moment cinétique. Donc ce qui compte ici, c'est que le moment cinétique est une constante. Donc, la vitesse aréolaire est une constante. Elle vaut, eh bien, la norme du moment cinétique sur 2m. Du coup, si vous connaissez l'état de l'objet à un instant donné, par exemple l'instant initial, si vous connaissez donc la position et la vitesse, ça veut dire que vous pouvez connaître ici, donc là, donc on divise par dt, hop, on connaît le moment cinétique, et donc si vous connaissez le moment cinétique, eh bien vous connaissez la vitesse aréolaire. Mais nous ici, ce qu'on voulait surtout montrer, c'est que cette vitesse aréolaire est constante. Et ça doit vous rappeler des choses normalement. C'est la seconde loi de Kepler.
qui dit justement que lorsque une planète tourne autour du Soleil, quelle que soit sa trajectoire, que ce soit un cercle, une ellipse qui ressemble à un cercle, une ellipse très écrasée, si vous prenez un même intervalle de temps, la surface balayée est la même. Mais là, on est allé beaucoup plus loin, parce qu'en fait, on a montré que c'est pas que pour les planètes autour du Soleil, ça peut être également pour le mouvement de l'objet accroché à un élastique ou à un ressort, et ça peut être aussi pour un électron qui est viré par un ion, donc c'est-à-dire une force répulsive. Donc c'est vraiment ça, quelque chose de général à un mouvement dans un champ de force central. Vous avez la surface balayée qui reste constante. Donc si je reprends l'exemple de l'ion, donc là vous avez le gros ion moins, par exemple Cl-, du coup vous allez avoir l'électron qui va être repoussé, donc il va avoir une trajectoire un petit peu comme ça. Et donc ce qu'on vient de montrer, c'est que si je prends une surface pendant dt, par exemple, hop, comme ça, donc là une surface A1, cette surface sera la même, par exemple, que celle-ci, si je prends le même intervalle de temps. Voilà donc ce qu'on a montré, donc c'est Kepler généralisé. Donc c'est plutôt pas mal l'application de la LMC, donc on a deux choses, mouvement plan et deuxième loi de Kepler. Et c'est pas fini. Donc dans les prochaines vidéos, on va déjà commencer par mettre ensemble les informations qu'on a trouvées grâce au fait que la force centrale soit conservative et à la conservation du moment cinétique, et puis ensuite on injectera ça dans le PFD pour enfin trouver la trajectoire, mais dans des cas particuliers.